Bonjour, aujourd'hui on va voir la première partie de l'exercice 7 de l'Advent of Code 2024 et on va faire du code en Idris 2 pour y répondre en utilisant les parseurs et les types d'enregistrement. Alors l'exercice est décrit ici. En gros on a en entrée du texte sous cette forme-là. Chaque ligne définit une équation. Alors ce qu'ils appellent une équation, c'est un nombre, une valeur de test ici, qu'on va essayer de calculer en combinant les nombres qu'on a à droite ici. Pour combiner les nombres, on va parcourir de gauche à droite les nombres, et à chaque fois on peut ajouter ou multiplier par le nombre qu'on vient de trouver ici, le nombre qu'on parcourt. Par exemple ici on a 190, c'est la valeur qu'on essaye de trouver. Si je prends 10 et que je fais ensuite x 19, effectivement ça me donne bien 190, donc on a une solution à cette équation. L'équation numéro 2, pareil, si je fais 81, que je multiplie par 40, puis que j'ajoute 27, ça me donne bien 3267. Également on a une autre solution, c'est de faire 81, puis d'ajouter 40, puis de multiplier le tout par 27, ça donne aussi ce résultat-là. Donc on a deux solutions pour cette équation. Le troisième, par exemple, la troisième équation, par contre, on n'a pas de solution. Si je fais 17 puis que j'ajoute 5 ou que je multiplie par 5, ça ne donne pas 83, donc on n'a pas de solution. Et donc l'exercice, ce qu'on veut, c'est récupérer uniquement les équations qui ont une solution et faire la somme de leur valeur test qui est à gauche ici. Alors, j'ai repris l'exemple ici dans un fichier texte. Dans le programme principal, on va lire ce fichier texte et le passer d'abord à une fonction de test pour écrire notre code, et ensuite la fonction finale que j'ai appelée run1 ici, qu'on utilisera tout à la fin. Alors j'ai commencé par écrire un type d'enregistrement qui représente une équation. C'est vraiment une façon assez classique de faire en Idris ou en Haskell, de faire des types qui vont représenter les données et qu'on pourra manipuler à travers le compilateur qui vérifiera si tous les types sont corrects. La syntaxe elle est un peu différente de celle d'Haskell en Idris. Donc là le type c'est équation, on a un constructeur pour construire des valeurs de ce type là, souvent on met mk devant pour make, donc ici c'est mk équation, et en dessous on met les champs de notre type d'enregistrement. Donc la valeur de test c'est un entier, et les nombres c'est une liste d'entiers, et ici j'ai utilisé une liste 1, c'est une liste à au moins un élément, pour assurer que la liste n'est pas vide. Pour tester, j'ai instancié l'interface show pour avoir un affichage un peu sympathique, et j'ai mis une valeur de test ici. Comment on construit une liste 1, c'est avec l'opérateur triple de points ici, donc au moins j'ai une valeur 1 ici, et une liste classique derrière, qui elle peut être vide, mais la liste principale, elle, on a assuré qu'il y a au moins un élément dedans. Si j'exécute ça, et on va voir donc là ça compile, on va voir le résultat ici, notre valeur de test et la liste ici, qui s'affiche de façon assez propre, mais on est sûr que c'est une liste avec au moins un élément, parce qu'on a utilisé le type liste 1 ici. Une première chose qu'on va pouvoir faire pour répondre à l'exercice, c'est de analyser le texte d'entrée. Alors pour ça on peut utiliser les parseurs. Il y a plein de bibliothèques qui existent en Haskell, il y en a une qui existe aussi en Idris dans la bibliothèque standard, et qui est basée comme en Haskell sur les combinateurs de parseurs monadiques. Donc on peut définir des parseurs, puis après lancer un parsing, et on peut combiner des parseurs avec différentes opérations, et même utiliser la notation do, c'est assez pratique. Alors pour ça, on va d'abord définir les différents parseurs. Le premier qu'on peut définir, c'est comment lire une équation. Il y a une équation par ligne, donc on peut déjà faire un parseur d'équation. On a un type parseur qui va fournir un résultat de type équation. Et parseur ici, ça instancie la classe monade, donc on a un contexte dans lequel on peut parser. Et donc du coup on peut écrire des choses comme ça. Ma fonction c'est des actions de parsing. Il y a plein d'actions qui existent déjà, qui sont fournies par la bibliothèque, notamment pour récupérer un entier, avec le parseur integer ici. Et du coup je peux récupérer la valeur ici que j'appelle t, et faire des choses avec cette valeur ensuite. Alors nous, ce qu'on veut c'est un entier, ensuite il y a un deux points espace, et ensuite il y a des nombres séparés par des espaces. Alors, comment on écrit un parseur pour ça? On a déjà récupéré la valeur de test. Ensuite, on a la chaîne de caractères, deux points espace. Le résultat de ça, on s'en fiche, donc on a une fonction pour ignorer. Ensuite, on va récupérer les différents nombres. Alors pour ça, on va combiner le parseur integer ici, et on veut répéter plusieurs fois ce parseur, mais séparé par un autre parseur qui est un espace. Donc pour ça on a le parseur char ici avec le caractère espace.
Donc ici, je veux des entiers séparés par le caractère espace. Et le 1 ici, c'est pour dire qu'on veut en lire au moins un entier. Et ça va nous retourner une liste 1, donc ça tombe bien parce que c'est bien ce qu'on veut ici. En résultat de notre fonction, on va construire une valeur pure de type équation, qui sera le t qu'on a récupéré et le ns, les nombres qu'on a parsés juste au-dessus ici. Ça c'est pour une équation. Si je veux écrire un parseur pour plusieurs équations, je peux le faire également. Ce sera un parseur qui va retourner une liste d'équations. Et pour le définir, on peut faire pareil, un sep by de notre parseur d'équations ici. Et c'est séparé par le caractère retour à la ligne anti-slash. Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est parser nos données d'entrée avec ce parseur-là, qui va réutiliser le parseur qu'on a défini au-dessus. La fonction, pour faire ça, elle s'appelle parse. Donc ici, j'ai mon texte en entrée. Je vais faire un parse du parseur équation P au pluriel sur ces données d'entrée. Ça retourne un either. On va tester les différentes valeurs. Soit ça s'est bien passé, soit il y a eu un problème. Donc un case off. S'il y a eu un problème dans un left, on aura un message d'erreur. Dans l'advent of code, il n'y a pas d'erreur dans les données, donc normalement ce cas ne devrait pas se produire. Mais si c'est le cas, on va mettre une liste vide. Le compilateur ne va pas nous embêter du coup avec ça. Et dans le cas qui va bien, on aura le résultat ici. Nous c'est la liste d'équations. Et il nous retourne aussi le nombre d'éléments, de caractères qui ont été lus lors du parsing. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir les équations ici. Ok, donc on va faire ça. Alors là, le compilateur nous dit que dans certains parseurs qu'on utilise, notamment l'integer ici, il n'est pas capable de prouver que ça termine tout le temps. Donc pour ignorer la terminaison, on va rajouter covering ici, le mot-clé, et du coup, il va pas faire cette vérification-là et ça va fonctionner. Pour tester, on va ici appeler notre fonction parseInput sur notre entrée. Alors dans test 1, elle s'appelle input. Ça va nous retourner une liste d'équations. On va afficher chacune de ces listes. Donc je vais faire un traverse. Et je vais afficher sur chacune, je vais appliquer la fonction d'affichage sur chaque élément de la liste. Du coup, il faut aussi rajouter le covering ici. Et on va pouvoir tester. Alors, normalement, on devrait récupérer exactement ça, mais avec nos données à nous de type équation. Ok, donc la première équation, 190, la deuxième, la troisième, ça a l'air d'être correct. Donc là, on a fait du parsing avec la notation do, on a regardé le résultat du parsing avec un case of, du pattern matching. On peut simplifier ça, par exemple pour le parseur ici. On peut utiliser également le style applicatif, puisque le type parseur, c'est une monade, mais c'est aussi un foncteur applicatif. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement construire une équation avec deux actions de parsing ici. Et on peut les combiner avec ces opérateurs-là. Ça c'est pareil qu'en Haskell. Donc ici, l'action de parsing c'est un integer. Et on a également la chaîne de caractères qu'on va ignorer. Donc il y a cet opérateur-là pour combiner les parseurs mais récupérer le résultat du premier uniquement. Donc la chaîne de caractères c'est 2 points espace. Donc ça c'est fait. Et pour le parseur ici qu'on va utiliser, c'est juste ce qu'on avait mis ici. Donc il fait les deux actions de parsing, il passe ça au constructeur de MK équation, et ça nous fait bien un parseur d'équation. Alors on va tester. Ok, ça a l'air de compiler. Et on a bien le bon résultat. Et le case of, pareil, on peut s'en passer. En fait, à chaque fois, on retourne une liste. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction either, qui va nous permettre d'appliquer une fonction dans le cas où il y a eu une erreur, dans le cas où il y a eu un succès, sur le résultat du parsing, c'est-à-dire ça. Alors, dans le cas où il y a eu une erreur
en fait on fait rien, on retourne juste la liste vide, donc on peut utiliser la fonction const de la liste vide. Et dans le cas où ça s'est bien passé, on va avoir un tuple ici, et nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer le premier élément. Donc je peux appeler la fonction fst, et a priori c'est la même chose que ça. Également quelque chose qu'on peut voir, c'est que au lieu de faire le calcul sur notre paramètre str, en fait on peut composer les deux fonctions. Donc ça veut dire juste qu'on va faire un parse équation sur notre entrée, et le résultat on va le passer à either const liste vide fst. On regarde quand même si ça fonctionne. Ok, ça a l'air de compiler. Et ça produit le même résultat, donc ça a l'air correct. Les parseurs, c'est assez pratique pour parser des données un peu compliquées. On peut combiner, faire des choses assez compliquées, notamment avec la notation do. Et du coup, c'est pratique à utiliser. Maintenant qu'on a nos données, on va pouvoir faire une fonction pour vérifier si une équation elle admet une solution ou pas. Pour ça, on va faire de la récursivité. On va parcourir la liste de ces nombres. Et on va essayer toutes les combinaisons, soit avec des multiplications, soit avec des additions, et toutes les combinaisons possibles, et voir si on obtient bien la valeur de test à un moment. Et si c'est le cas, on retournera vrai, ça veut dire que l'équation admet une solution. Donc on a une équation en paramètre, on va faire une fonction récursive, je vais la faire en dessous. Cette fonction elle va prendre le résultat de nos calculs jusque-là, pendant le parcours, et la liste des nombres qui reste à parcourir. Donc le résultat il est de type entier, et on a la liste des entiers qui nous reste à parcourir, et on retournera si, oui ou non, ça résout l'équation. Donc on a un résultat. Si on a tout parcouru, on a juste à regarder est-ce que notre résultat de notre calcul il correspond bien à la valeur de test de notre équation. Alors pour ça il y a plusieurs façons de faire. Soit je peux faire comme en Haskell, utiliser la fonction testval sur mon équation, et ça va me retourner cette valeur-là. Soit en Edris, on a la notation avec le point ici, donc on peut faire ec.testval. Ça c'est la même chose que dans les langages orientés objet, on a souvent cette syntaxe-là. Également, on aurait pu faire du pattern matching ici, faire quelque chose du style donc mon équation, c'est aussi un mk équation avec une valeur de test, et la liste des nombres ici. Alors, je ferai plus tard. Hop. Donc là, j'aurais pu comparer avec t par exemple. Le cas qui nous reste pour Go, c'est on a notre résultat et on a une liste qui n'est pas vide, donc il y a un élément x et une sous-liste xs. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poursuivre le calcul avec notre résultat, on aura sommé l'élément x. Donc si il y a une solution là-dedans, ou alors s'il y a une solution en multipliant, donc ici ce sera résulte fois x, et du coup s'il y a l'un ou l'autre, ça veut dire qu'on a une solution. Quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que on n'a que des nombres positifs, on fait que des additions, que des multiplications. Donc en fait, si déjà notre résultat il a dépassé la valeur de test de l'équation, ça sert à rien de poursuivre les calculs, on sait que ça fonctionnera pas. Donc je pourrais rajouter ici quelque chose comme est-ce que notre résultat est bien inférieur ou égal à le test de notre équation, je vais l'écrire comme ça, test val, et soit l'un soit l'autre. Ok. Il nous reste à appeler notre fonction go ici. Alors pour l'appeler, comme on a une liste qui est non vide ici, on sait qu'on a au moins un élément n empilé sur une liste Haskell qui elle peut être vide. Du coup mon premier résultat c'est mon n, et le nombre à parcourir avec les différentes combinaisons c'est ns. Ok, on va tester si ça fonctionne. Alors ici, après avoir affiché des éléments, je vais refaire la même chose, mais appliquer la fonction qu'on vient d'écrire, et il va nous renvoyer vrai ou faux, ça a fonctionné ou pas. Enfin, l'équation admet une solution ou pas. On a vu tout à l'heure, les deux premières ont des solutions, et la troisième non, donc je devrais avoir vrai, vrai, faux, et puis les autres résultats derrière. Vrai, vrai, faux, donc ça a l'air de marcher pour les trois premières équations, il faudra vérifier pour la suite, mais a priori, ça a l'air pas mal.
Ok, bah maintenant on peut répondre à la question finale en combinant les fonctions qu'on vient de faire. Donc on va faire notre fonction run1 ici. Il va falloir l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans le main, et on va rajouter covering parce qu'on va faire du parsing, et du coup on désactive la terminaison, la vérification de la terminaison. Alors run1, on a du texte en entrée, on va parser avec notre fonction parse input ici. Ça nous renvoie une liste d'équations. Parmi cette liste, on va sélectionner uniquement ceux qui vérifient is solvable ici, c'est-à-dire on va filtrer avec cette fonction. Ici on a donc la liste des équations qui viennent des solutions. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est récupérer leur champ test_val et sommer tout ça. Donc, pour récupérer le champ, on va mapper la fonction d'accès test_val ici pour récupérer le champ de l'enregistrement qui nous intéresse, et on fait la somme comme ça. Sur l'exemple, on doit avoir ce résultat-là, 3749. On va tester si ça fonctionne. Ça a l'air de compiler. 3749, donc ça a l'air d'être le bon résultat. Ok. Donc a priori, on a répondu à la question. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Au niveau du code, on a utilisé le type enregistrement pour représenter les données. Ça c'est une façon classique de faire en Haskell ou en Idris. On a utilisé les parseurs et les combinateurs de parseurs, soit avec les monades, soit avec la notation applicative. On a défini des listes non vides, on a fait des parcours récursifs sur cette liste, on a combiné tout ça dans la fonction principale ici, avec la composition de fonctions classiques. Donc, tout ça c'est pareil, c'est assez classique en programmation fonctionnelle. Et puis du coup on a obtenu le bon résultat. Dans les prochaines vidéos, on verra comment utiliser des structures, des données un peu plus compliquées que des listes, par exemple des dictionnaires, ce genre de choses, et comment utiliser également la monade state pour mettre en mémoire des calculs ou pour faire des algorithmes un petit peu plus compliqués. Et voilà.